Face aux enjeux de la reconstruction du pays ravagé par la guerre, Marcel Paul, ministre de la production industrielle du pays, fait voter le 8 avril 1946 la nationalisation des industries électriques et gazières qui permettra de créer les deux entreprises que nous connaissons, à savoir EDF, Électricité de France, et GDF, Gaz de France. La nationalisation s'inscrit dans le programme intitulé Les Jours Heureux, adopté par le CNR le 15 mars 1944. Le programme inspire les grandes réformes de la libération, à savoir nationalisation des grands moyens de production, planification, comité d'entreprise, sécurité sociale et bien d'autres mesures. Les deux grandes industries de l'électricité et du gaz se battent pour assurer la vie du pays. Le syndicalisme est né à partir de la solidarité et l'idée de nationalisation était également une idée qui portait la solidarité. Donc, et il était tout à fait naturel que se retrouve syndicalisme sur cette question-là. C'est un même fondement. Le programme du Conseil national de la résistance prévoit un certain nombre de mesures à prendre pour l'immédiat et pour le futur. Les militants de la CGT jouent un rôle important dans le CNR, notamment dans différentes commissions, commission nationalisation et la commission électricité. C'est le résultat d'un long processus. Le statut du personnel d'EDF-GDF est acté par le décret du 22 juin 1946. C'est un statut unique, car avant la nationalisation, il y avait 1400 entreprises privées, donc de nombreux statuts différents. Le statut permet notamment d'établir une seule identité de rémunération, en établissant une grille unique des salaires. Pour ce qui concerne la nationalisation, c'est une décision qui a été prise au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans une période qui a été traversée par la souffrance qu'ont connue les citoyens français, période également de destruction, mais aussi période de résistance qui d'ailleurs a donné corps à une structure, le Conseil national de la résistance, qui a élaboré un programme ambitieux, le programme que d'aucuns connaissent, à savoir le programme des Jours Heureux. Le programme de Jours Heureux, c'est justement d'apporter un bonheur collectif au travers, de l'industrialisation mise à disposition de la population de biens fondamentaux qui servent justement à s'émanciper. Et ça fait partie de nos luttes aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce qu'un citoyen aujourd'hui en France peut s'émanciper s'il n'a pas d'électricité et de gaz, il ne peut pas chauffer chez lui? Absolument pas. Donc ça part de cette question-là, de dire il y a besoin de propriété collective, de biens communs, la propriété de ceux qui n'ont rien, les services publics, pour construire une société apaisée, heureuse et de bonheur et de plénitude. Et donc ça, cette notion de bonheur, y compris après les horreurs de la barbarie nazie et de la guerre, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et quand je pense à cette idée des Jours Heureux, ça me renvoie tout de suite à ce que disait un révolutionnaire en 1794, Saint-Just, qui avait eu l'audace de dire « le bonheur est une idée neuve en Europe ». Et c'était un gage de modernité. Parce qu'effectivement, ce que doivent essayer d'atteindre toute société, c'est bien d'instaurer une situation de bonheur pour tous les citoyens de leur propre pays. Le bonheur a toujours été un objectif majeur, essentiel de la philosophie. Elle existe par cette perspective de bonheur. Il est, ce bonheur, la finalité de nos actions. Mais il a souvent été conçu comme une projection individuelle, comme une projection utopique, lointaine. Mais c'est aussi le fruit d'une longue tradition de pensée politique depuis l'Antiquité. Il est alors conçu comme un bonheur collectif, pour tous, pour l'ensemble de la société. En 1936, lorsque les usines étaient occupées, ouvriers et ouvrières chantaient une belle chanson qui s'intitulait « Marchons au-devant du bonheur ».
Et ce bonheur semble avoir, pour moi, deux significations. C'est d'abord une confiance. On se projette déjà dans les jours heureux parce qu'on a confiance dans cette résistance victorieuse. Les actions de la résistance sont d'ailleurs décrites précisément dans la première partie du programme du CNR. La notion de bonheur collectif qui émane du Conseil national de la résistance, on l'observe tous les jours. Déjà, je vais le dire avec mes mots, comment on peut être heureux et épanoui quand on voit des centaines de gens qui dorment dehors, des gosses, quand on va dans un foyer, une mère de ce monoparental qui est coupée avec 3 gosses et qui a 12 degrés dans son appartement, ça vous marque. Même si vous, quand vous rentrez chez vous, matériellement, vous ne subissez pas la même chose qu'elle, à part être un sociopathe, ce que veut la société d'ailleurs, si vous êtes à peu près normalement constitué, vous n'allez pas être bien, vous allez y repenser, ça va vous travailler. Alors quand je pense à cette idée de nationalisation, ça me renvoie également au fait que l'on considère que c'est l'État qui décide de nationaliser et donc l'État qui est propriétaire des moyens de production. Ça a du sens. Parce que pour moi, ça a du sens dans la mesure où ce développement, cette accessibilité à l'énergie doit être confiée à la puissance publique et non pas à des intérêts privés, des intérêts particuliers. La question de la maîtrise publique est posée depuis déjà très longtemps. Le gaz est né début 19e siècle, l'électricité un peu à la fin, et très rapidement, ces deux industries naissantes vont donner des appétits aux grands groupes financiers qui vont spéculer sur ces deux énergies nouvelles qui ont vocation de remplacer le charbon qui était au cœur de la première révolution. Et d'entrée de jeu, compte tenu que l'électricité et le gaz, on en a besoin comme l'air, comme l'eau, les gaziers d'abord ont porté la revendication du gaz au gazier. Et ils ont porté cette revendication un peu utopique en soi, mais pour deux raisons essentielles. La première, parce que le prix du mètre cube de gaz était trop cher. Effectivement, il fallait qu'il y ait du profit qui soit fait. Et deuxièmement, les investisseurs étrangers étaient nombreux, notamment des investisseurs britanniques. Et donc, leur revendication, c'était refus des capitaux étrangers et maîtrise de la tarification. C'est-à-dire qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale, de la barbarie nazie, la bourgeoisie a fait son choix, et donc on a effectivement des résistants. On a un parti communiste à l'époque qui fait peut-être 25% et qui est armé en plus, donc, puisqu'on sort des maquis. Donc on a effectivement un rapport de force extrêmement puissant, armé, et qui amène effectivement, y compris par rapport au rôle historique, on va dire, des résistants et du Parti communiste dans la résistance, au fait et la collaboration du patronat, évidemment, à avoir un rapport de force, en tout cas sur une période flash, mais qui est plutôt favorable, j'allais dire, à une politique de rupture. Et en plus, comme le patronat s'est vautré dans la collaboration, la possibilité d'avoir une alternative socialiste et une socialisation des moyens de production. Et donc on a effectivement, c'est dans ce contexte-là, entre autres, que naît le statut des électriciens gaziers. Alors en plus, qui ne vient pas naturellement, qui vient quand même avec une lutte exceptionnelle appuyé par le Conseil national de la résistance et Marcel Paul en tant que ministre de la production et de l'industrie, et qui accouche d'un statut quand même extrêmement protecteur et progressiste et unique à l'époque, le statut national qui en fait est la pierre angulaire et les fondations vraiment du service de l'électricité et du gaz nationalisé et d'un service public fondamental au niveau pour la nation. Je le vois un peu comme un oasis socialiste dans un monde capitaliste. C'est un peu les premières pierres qui à l'époque ont en tout cas la vocation d'amener à une transformation radicale et fondamentale de la société capitaliste française de l'après-guerre. Voilà. En 1944, le CNR fait du bonheur un programme d'action. Il est donc conçu comme un enjeu de cohésion collective. Il s'incarne dans l'action publique restaurée en termes de droit, en termes de loi de l'État-providence. Le patronat, en tout cas en France, avait très largement collaboré, ce qui fait que ça a été quand même pour eux compliqué de tenir leur position de c'est nous qui sommes les patrons et on va repartir comme juste avant la guerre. Et puis d'autre part, les ouvriers qui avaient pris le maquis, eux aussi,
ont voulu reprendre le contrôle de leur entreprise et de leurs usines quand ils sont retournés au travail. Ce contre-pouvoir, ce rapport de force, mais là vraiment au sens strict du terme, effectivement est extrêmement favorable à la création d'entités de services publics qui effectivement échappent à la spéculation, au capital et au patronat. Je crois qu'ils avaient aussi conscience qu'à ce moment-là de l'histoire, la France était exsangue, qu'il y avait besoin de bras et qu'il y avait forcément besoin d'eux pour reconstruire ce pays. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'ils ont pris la mesure que sans les salariés, sans les ouvriers, en fait, le pays ne tournait pas. Auparavant, la situation de la production, de la distribution était traitée par une multitude de petites sociétés, de petites et de grandes sociétés. Donc là, dans un souci d'efficacité, dans un souci d'égalité de traitement, toutes ces entreprises sont rassemblées au sein d'une même structure qui rassemble EDF, GDF. Donc voilà, c'est ce principe fondamental. On rassemble toutes les forces de production, on les homogénéise et on permet à chacun des habitants de ce pays de pouvoir bénéficier de façon constante du gaz ou de l'électricité à un tarif unique. Au lendemain de la guerre, et pas seulement à cause de la guerre, il n'y avait pas assez de moyens de production et il fallait qu'il y en ait. Et or, notamment dans l'hydraulique, il faut beaucoup d'investissements. Les groupes capitalistes, ce n'est pas leur intérêt premier, eux c'est le profit. Donc il y avait un besoin objectif également d'une maîtrise publique. Et il y a eu, si je puis dire, cette rencontre entre ce besoin objectif et la revendication du personnel qui a conduit à cette installation si particulière qui est celle d'EDF et de GDF, qui est unique en son genre. Il y a plusieurs types de nationalisation. Il y a la nationalisation que je qualifierais d'économique. C'est la SNCF en 1937. Il y a la faillite des sociétés de chemin de fer qui n'arrivent pas à construire des lignes qu'il faut construire et l'État intervient en nationalisant. Il y a la nationalisation sanction. C'est le cas de Renault, par exemple, dans la mesure où Louis Renault avait collaboré avec l'ennemi. Et il y a ce que j'appelle la nationalisation démocratique, celle qui est portée par les personnels avec le soutien des usagers et le soutien de la population. Et EDF, GDF font partie de ces nationalisations démocratiques. Dans cette optique de reconstruction de la France, c'est bien ça qui conduit à la création d'EDF, GDF et à la nationalisation des entreprises, avec aussi ce que je disais tout à l'heure sur quand même la participation d'une certaine frange du patronat à la collaboration, pour être très très clair, ce qui nous amène à dire que les besoins en énergie de la France nous invitent à avoir quelque chose de centralisé, de nationalisé. Marcel Paul qui sort des camps de concentration, qui a aussi quelques contacts avec des industriels qu'il a aidés dans ces camps de concentration, arrive bon an mal an avec la période à non seulement nationaliser les entreprises, mais y adosser une gestion ouvrière des activités sociales. Tout ça, évidemment, c'est possible que s'il y a les ressources financières à mettre en face. Et là encore, il y a eu quelque chose, je crois, de révolutionnaire, qui a été de dire que le financement de ces œuvres sociales serait fait par un prélèvement sur le fruit du travail de ces salariés-là. Alors un prélèvement qui était de 1% minimum à l'époque, qui s'est transformé, pour les raisons que vous comprenez évidemment, en 1% maximum, mais quand même avec une petite part de la richesse qu'eux-mêmes créaient, ils ont réussi à mettre en œuvre toutes ces grandes choses qui tiennent encore depuis 80 ans, et à faire partir des centaines de milliers de gamins en colo, des centaines de milliers de familles en vacances, à soigner des centaines de milliers de personnes. Donc on a été obligé de revoir les choses à l'aune du monde qui nous entoure. Pour autant, on est resté sur la logique qu'avaient conduit nos anciens, qui était de dire il faut que ça se soit assis sur la production de richesse et pas, contrairement à ce qu'on connaît désormais partout ailleurs, sur la masse salariale. Tout le monde comprendra bien que n'importe quel patron n'a qu'une ambition, c'est de baisser sa masse salariale et d'augmenter son chiffre d'affaires, ce qui est plutôt intéressant pour nous dans le modèle de fonctionnement qu'on a. À la Libération, le 1% qui a bénéficié pour l'intégralité de centaines de milliers d'électriciens gaziers, il y a eu le pendant du 1% pour indemniser le patronat qui avait en plus collaboré, les familles,
à qui on reprenait les entreprises, on disait maintenant ça appartient au peuple et à la nation. Et donc on a beaucoup parlé, le patronat s'est beaucoup acharné, et s'acharne encore sur nos 3%, les privilégiés d'EDF, GDF. Il n'y a pas de gens riches avec les activités sociales dans les IEG. Il y a simplement des ouvriers, des employés, des bas salaires qui peuvent encore avoir un accès à la culture, ce qui devrait être d'ailleurs la norme partout dans notre pays. En revanche, le 1% qui a été redistribué aux quelques familles patronales, là, ça a été effectivement là de vrais cadeaux, et là vraiment, parce que ça veut dire que ça a été des centaines de millions de francs à l'époque qui ont été donnés à une petite poignée de familles bourgeoises de tenants effectivement du capital et du pouvoir qui s'enrichit. Et aujourd'hui, par exemple, on n'est même plus au 1% du produit des ventes et de l'électricité, on est bien moindre, et donc on doit gérer constamment un budget en baisse. Pourquoi ? Parce que le reste, en tant que entreprise privatisée ou avec le capital ouvert, il faut absolument rincer le capital et l'actionnariat. C'est, je crois, une période majeure où les salariés ont pris toute leur place dans les entreprises et dans la gouvernance de ces entreprises. C'est ce modèle qui finalement nous donne hier le statut des IEG, nous donne par la suite le statut des cheminots, nous donne toutes ces avancées. Dans ce statut qui a accompagné la nationalisation, il y a des avancées d'une grande modernité qui, malheureusement, on y reviendra sans doute tout à l'heure, ont été remises en question. Avancées d'une grande modernité en termes de gestion, de démocratie, en termes de formation, en termes de rémunération. Le bien-être d'un travailleur, d'un salarié, repose bien sûr sur une garantie, sur une sécurité de l'emploi, mais aussi sur sa capacité à pouvoir exprimer son point de vue, ses décisions économiques, mais aussi à pouvoir bénéficier, en dehors de son temps de travail, d'un certain nombre d'apports, d'éléments de réflexion qu'ont constitué les activités sociales. Donc je pense qu'effectivement, cette idée, elle était entre guillemets révolutionnaire. Il s'agissait à la fois pour les salariés de s'emparer des questions économiques au sein de leur entreprise, mais à la fois aussi de gérer ce qu'on appelait à l'époque les œuvres sociales. Alors les œuvres sociales, elles existaient déjà, sauf qu'elles étaient gérées par le patron, et l'idée générale, c'était de sortir de ce qu'on appelait le paternalisme patronal pour aller vers une véritable gestion ouvrière. Alors à la Libération, effectivement, quand il y a la mise en place du statut, il y a la création des activités sociales des électriciens et gaziers. Alors, on lui met place des œuvres sociales qui existaient dans certaines entreprises. Les œuvres sociales, comment elles s'articulaient, c'était finalement au bon vouloir du patronat. Une œuvre, c'est presque, j'ai peut-être exagéré un peu, forcé très, mais c'était presque de la charité. C'est-à-dire, je décide de donner un petit peu pour des œuvres sociales. Donc c'était quelque chose qui était totalement limité, où il n'y avait aucun contrôle démocratique, où les décisions politiques de ces œuvres, que ce soit le montant, où elles allaient et pourquoi elles étaient, vous n'aviez pas la main là-dessus. À la Libération, il y a l'idée de dire qu'il faut qu'on prenne en main la souveraineté de la gestion des activités sociales. C'est une gestion qui est confiée aux salariés eux-mêmes. Et ça, c'est une particularité, et ça a toujours été une particularité au sein du milieu des activités sociales, puisque c'est plus que ce qui a été octroyé au sortir de la guerre également, en 1945-1946, avec la création des comités d'entreprise. Les comités d'entreprise étaient une avancée sociale importante, mais c'était une activité à parité. Il y avait une gestion paritaire entre les directions et les salariés. Dans les activités sociales, c'est tout autre chose. C'est une gestion qui est entièrement dédiée et confiée aux salariés, notamment aux représentants des salariés. Il y a un financement, on a parlé tout à l'heure du 1% du produit des ventes de gaz et d'électricité, et cette source-là est entièrement gérée par les représentants du salarié, ce qui est unique en France. Nous allons célébrer cette année les 80 ans à la fois des activités sociales et la naissance du statut, mais je pense que le mouvement qui a enclenché cette création remonte à un petit peu plus longtemps que ça, et je situerai ce début-là à 1936 avec les grands mouvements ouvriers qui ont accompagné la création du Front populaire, et ça tombe bien puisqu'on est à la CCS et qu'on parle beaucoup de vacances, les premiers congés payés. 1890, c'est la création à Bordeaux du premier syndicat des travailleurs du gaz. 1906, après 6 ans de lutte,
les gaziers de Paris arrachent au patron un régime de retraite, un régime maladie et 10 jours de congé pour les ouvriers. En 1910, émerge l'idée de convergence des luttes. Les électriciens se mettent en grève en soutien à la grève des cheminots qui se battent aussi sur l'idée d'un statut. En 1914, les gaziers décrochent les premiers statuts du personnel. Les électriciens gaziers portent la revendication d'un statut d'équivalence à celui du personnel de la ville de Paris. Le personnel de la ville de Paris avait un statut à contenu social relativement avancé pour l'époque, parce que les forces qui dirigeaient la ville de Paris, compte tenu de l'engagement du personnel dans la commune, leur a octroyé, sans que ce soit une grande revendication, un statut particulier. Les gaziers ont soutenu la commune de Paris. Et il y a notamment un inspecteur du gaz qui a déclaré que Paris ne manquerait pas de gaz parce que les gaziers assumeraient leurs responsabilités et alimenteraient Paris en gaz. En 1928, la loi du 28 juillet rend obligatoire un statut du personnel des sociétés électriques et gazières. En février 1936, c'est la signature d'une convention collective gaz et électricité de généralisation des statuts du personnel. À cette époque, la fédération CGT élabore un statut du personnel type. La mesure symbolique est pour moi le retour de la semaine des 40 heures. On retrouve ici, dans cette réduction du travail aliéné, l'approche de Marx qui considère que la réduction du travail est un temps soustrait, arraché au capital, avec l'idée d'un nécessaire temps libre. Alors, que faire de ce temps libre ? Nous verrons que c'est peut-être là une approche du bonheur. Ce temps libre, dans les manuscrits de 44, est décrit comme un temps utile pour les travailleurs, qui éprouvent ce temps libre dans des réunions, dans des bistrots, à échanger des connaissances, des lectures, à se cultiver. Le bonheur est donc un temps libre qui, comme le pense Marx, permet de se cultiver, de prendre conscience, de s'associer pour ouvrir les chemins des jours heureux. C'est vrai qu'on peut difficilement parler de vacances. Pour déjà parler de vacances, il faut avoir des vacances. Et qu'on se le dise, hein, tout ça c'est né du mouvement ouvrier, d'un rapport de force qui a été créé à l'époque par ces ouvriers. C'est pas un patron qui s'est réveillé le matin en disant qu'il allait envoyer ses salariés à la plage pendant une semaine. Sur les champs, que s'était défini le CCOS comme étant les champs majeurs d'activité, qui ont d'ailleurs été retranscrits dans le statut, à savoir les questions assurantielles, les questions de protection sociale, les questions de vacances jeunes et adultes, les questions de culture, les questions de sport. Nous avons gardé l'ensemble de ces champs et nous continuons de traiter, je dirais pas de la même manière, mais en tout cas avec le même fonctionnement démocratique. Je prends l'exemple des colonies de vacances où effectivement... Déjà, à cette époque-là, il n'y avait pas un gamin qui partait en vacances à plus de 3 km de chez lui et on allait chez les grands-parents et c'était déjà très très bien. La volonté, c'était à la fois de sortir les enfants de chez eux, mais c'était aussi, considérant que la France était exsangue et qu'elle avait besoin d'être construite, et que, je me rappelle d'un discours de Marcel Paul qui disait « les machines-outils seront lourdes et il nous faudra des hommes forts pour les manœuvrer ». Donc c'était aussi qu'on ait de jeunes petits Français en pleine santé. Et c'était une activité qui avait été choisie par les salariés parce qu'ils considéraient que la culture est un moyen de réflexion, d'émancipation essentiel dans une société qui tend vers la restriction de ces réflexions, parce que il faut, dans un monde de concurrence sur lequel nous avons basculé depuis de longues années, éviter qu'il y ait trop de réflexion, éviter qu'il y ait trop de contestation. Il faut essayer d'aplanir, de faire en sorte que la part de cerveau disponible, comme disait un présentateur de télé de TF1, soit le plus faible possible. Si pendant 3 semaines, t'as pas ton patron sur le dos et que tu peux un petit peu prendre un peu l'air dans ton cerveau, c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut te proposer des contenus culturels que tu n'as pas l'habitude de voir, des contenus culturels un petit peu surprenants. Et après, je pense que côté CCS, on a aussi
un devoir, c'est de flécher notre argent, nos subventions, vers ce que nous on considère comme étant justement la culture émancipatrice. Les activités sociales ne sont pas simplement des lieux de proposition, c'est un lieu de médiation, mais aussi c'est un lieu de production d'actions et d'activités sociales, de par l'investissement de ses propres agents. On a au niveau local un certain nombre d'actions qui sont proposées, de créativité, de composition dans tous les domaines, qui sont des lieux de création où les salariés peuvent s'exprimer. On ne peut pas par contre continuer de faire exactement tout ce qui existait hier. Ce qu'il faut conserver, je crois, c'est les valeurs. Voilà, et là-dessus, je crois qu'on est tout à fait intransigeant. C'est d'adapter l'offre aux attentes et aux besoins désormais nouveaux de nos bénéficiaires. La question, c'est comment on adapte notre offre aux réalités d'aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, les questions salariales sont plus forcément les mêmes que celles que les questions qui se posaient il y a 80 ans. Pour autant, elles sont toujours prégnantes. La question du pouvoir d'achat, c'est bien évidemment une des préoccupations majeures de nos collègues. Pour autant, on ne peut pas l'appréhender de la même manière qu'on l'appréhendait il y a 80 ans. Donc je pense que c'est à ça à quoi nous devons nous adapter, tout en restant en résistance et en lutte. On avait, dans le cadre du rapport de force précédent, réussi à faire en sorte que nos collègues puissent être détachés pour encadrer sur les villages vacances, puissent être détachés pour envoyer nos gamins en colo, puissent être détachés pour faire fonctionner les activités centralisées, les activités décentralisées, et puissent être détachés, j'allais dire, autant que de besoin. Et d'ailleurs, alors c'était pas formulé comme ça, mais on considérait que les employeurs devaient mettre à disposition les moyens nécessaires à faire fonctionner les activités sociales. Quand on avait dit ça, on pouvait ensuite, via le rapport de force, aller chercher ces fameux moyens nécessaires. Désormais, je parlais tout à l'heure des ordonnances et des lois El Khomri, et ben, tout ça est très très encadré, et les volumes de détachement, puisqu'on appelle ça des détachements accordés pour faire fonctionner les activités sociales, vont décrescendo depuis les 15 dernières années. Historiquement, on avait dressé un certain nombre de partenariats avec les Italiens, avec le Maghreb, avec la Palestine, avec Cuba, parce qu'on considérait que en fait, les ouvriers, ils étaient à peu près tous dans la même situation et qu'on pouvait s'inspirer de ce que vivaient les uns les autres. J'ai rencontré par exemple les Italiens de l'Arca il y a quelques semaines désormais. Je peux vous garantir que voilà, quand vous discutez avec eux et qu'ils vous expliquent ce que c'est de vivre dans un pays avec un gouvernement d'extrême droite, ça vous permet quand même de comprendre quelque chose. Je crois que les années en 6, 36, 46, voilà, sont des années qu'il faut célébrer. C'est la création de la Sécu, c'est la création de notre statut, c'est, je le disais, les premiers congés payés. Et ce qui semblait hier évident dans l'esprit des ouvriers, peut-être qu'il faut... Nous, notre travail, c'est de le réexpliquer systématiquement et de considérer qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas parce que tu gagnes 1800 ou 2222 € par mois que t'es pas exploité par ton patron et que t'as pas de raison de te réemparer des questions de ton entreprise. On disait tout à l'heure, l'une des premières mesures du CCOS a été d'instaurer des commissions. Eh bien, nous fonctionnons encore aujourd'hui avec des commissions sur tous les champs et les items que je viens de vous évoquer, des commissions qui sont pluralistes, des commissions qui sont créées par des salariés, qui sont élus par leurs collègues au travers des élections de CMCS, et on garde cette logique d'activité sociale imaginée, produite par leurs collègues à destination de leurs collègues. On doit surtout, au-delà de la forme, s'attacher à garder le fond, c'est-à-dire à garder les valeurs et à garder ce qu'ils ont mis en place, à savoir des activités sociales produites par les salariés, pour les salariés. Je crois que la situation internationale telle qu'on la vit aujourd'hui, elle fait la démonstration qu'en fait, si on n'est pas tous ensemble à porter des valeurs humanistes, on va se faire défoncer. Et que retisser ces liens avec nos homologues électriciens gaziers, mais pas que, à l'international, là aussi, je pense que c'est clairement l'un des enjeux sur les 4 ans à venir. Et on va s'en donner les moyens en lien avec la Fédération CGT. L'énergie est un bien qui doit être accessible à tous. Quand on dit cette accessibilité à tous, ça sous-entend qu'elle soit présente, mais qu'elle soit économiquement accessible. Comment ne pas penser faire société et proposer un tarif égal pour tout le monde quand on habite en Corse, en Outre-mer, quand on habite dans les Pyrénées, dans les Alpes, quand on habite en Bretagne, en Alsace, en Lorraine ou en Île-de-France, ou peu importe où on est, mais peu importe
le toit sous lequel on vit, on a cette péréquation tarifaire qui permet d'avoir un tarif à égalité. Et ça, fondamentalement, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est grandiose. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation bien différente, puisque ces principes d'égalité de traitement ont largement été remis en question avec la déréglementation. Au nom des principes de la concurrence libre et non faussée, tout ce qui régissait un certain nombre d'activités de notre pays ont été remis en question. La nationalisation de l'énergie a été remise en cause puisque cette privatisation a été actée avec comme principe fondamental corollaire la déréglementation des tarifs. Aujourd'hui, au nom de cette concurrence, ce sont à nouveau les acteurs privés qui ont à la charge, en principe, de produire, mais aussi de distribuer et de commercialiser ces produits essentiels que sont l'énergie, le gaz, l'électricité. D'abord, le système en lui-même, il nous fait passer d'une organisation de service public où on s'adresse aux usagers, on organise un bien commun pour la nation, pour l'intérêt général, à un système où on commercialise une énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz, pour des clients. Donc on passe dans une économie de marché, on passe dans un système capitaliste où on change le système juridique des entreprises, on passe d'établissements publics à caractère industriel et commercial à des sociétés anonymes. Donc on passe d'entreprises publiques, de monopoles publics, à des sociétés anonymes, donc à des entreprises privées. Sur ces 25 dernières années, factuellement, on fait le bilan que c'est l'échec libéral. C'est le tout au marché, c'est un gouvernement qui se dit au pilotage, mais qui mène plus une politique de service public, mais qui mène une politique d'un État actionnaire, et plus d'un État stratège, tel qu'on l'avait connu dans les 55 premières années. Et donc on vient complètement déstructurer le système. Et là, pour le coup, on voit que les tarifs augmentent, les services se dégradent, les entreprises se multiplient, il y a des filialisations, on vient mettre en opposition les salariés, les travailleurs, les électriciens et gaziers, on vient mettre en opposition même les salariés au sein d'un même groupe. Le rapport de force qui est lié au capitalisme va ressurgir. Il y aura offensive contre les nationalisations, offensive des néolibéraux, disons des libéraux tout court, des capitalistes, et en utilisant le marché commun et la communauté économique européenne pour déréglementer, déréguler et amorcer une privatisation. En fait, on est passé d'un monopole de fait, mais qui était traditionnel, à un monopoly où maintenant on se joue les entreprises les unes les autres, avec l'objectif de mettre en concurrence les entreprises entre elles et de mettre les salariés en concurrence entre eux également. Donc on passe dans un système où il faut vendre. Et là, la concurrence s'organise. Cette concurrence où de nombreux opérateurs arrivent sur le marché et proposent des offres en gaz et en électricité qui sont soi-disant moins chères que le tarif réglementé, qui lui est l'essence même du service public et de l'équité entre les usagers. Dans cette économie de marché, on ne parle plus d'usagers, on parle de clients. Voilà. Il faut toucher les clients, il faut vendre, il faut faire du fric. Même avec notre bien commun qu'est l'énergie, aujourd'hui, dans nos entreprises, le management, il parle comme ça. Ouais, abonnés et usagers, ces mots-là ont une très grande importance. Nous, en tant que serviteurs du service public, actuellement, on continue, nous, à dire dans notre acte usager ou abonné, et non pas client. Pourquoi ? Parce qu'un usager ou un abonné, on s'adapte à ses besoins. Un client, il doit s'adapter aux besoins du capital, et c'est complètement différent. Et c'est ce qui a été mis en place dans nos entreprises. Et donc aujourd'hui, on a des politiques qui ne répondent absolument pas aux besoins de la population, puisque c'est des clients et que le but, c'est de leur vendre des choses, et par nécessité, dans une production capitaliste, on vend des choses dont on n'a pas besoin, puisqu'il faut effectivement qu'on produise et qu'on consomme surtout.
Pour moi, les entreprises, telles que la CGT le porte, elles sont au service de la nation, au service de la population et pas l'inverse. Donc, la notion d'usager, il faut la retrouver. C'est pour l'avenir, justement, pour regarder vers l'avenir, il faut retrouver cette notion d'usager. C'est un élément important pour le service public de l'énergie. À l'issue de notre congrès de Nantes qui s'est tenu en 2017, où avec les syndicats, il a été décidé de faire un bilan de la libéralisation du marché du gaz et de l'électricité. Cette libéralisation, elle a complètement dégradé l'organisation du service public. Ce bilan qui nous fait ressortir ces côtés néfastes démontre aussi la perte dramatique de proximité entre l'usager qui allait pour demander conseil, pour aller payer sa facture, pour aller même faire part d'un problème qu'il rencontrait avec son abonnement, finalement à une organisation où on lui dit il faut soit téléphoner, soit utiliser Internet. Qu'est-ce qu'on est capable, nous, CGT, de l'énergie, qu'est-ce qu'on est capable de faire, de proposer en termes de projets alternatifs par rapport à la politique énergétique qui est menée dans notre pays? On a le bilan factuel, pour résumer. Sur 80 ans, une période, ça marche. On se développe, on réindustrialise, on fait un bas coût pour tout le monde. On a un service public qui reconstruit la France et une période où on détruit tout. On peut faire la comparaison, c'est assez simple. On voit qu'il y en a un qui marche, l'autre qui ne marche pas. Bah nous, pour remettre les choses carrées, on inclut maintenant les usagers et le personnel dans les ambitions d'avenir. Voilà le projet de la CGT au travers de son programme progressiste de l'énergie. Nous sommes des agents du service public. Donc si on revendique notre programme progressiste de l'énergie, notre projet alternatif à la déréglementation, si on veut aujourd'hui toucher réellement l'évolution de notre système, revenons à des mots fondamentaux. On doit rebasculer dans quelque chose qui parle aux citoyens, qui parle aux travailleurs du secteur, et donc on doit reparler d'un véritable service public de l'énergie. Et le 22 juin, on fêtera les 80 ans du statut national des personnels des industries électriques et gazières. Et bien là aussi, on va avoir un débat poussé avec les organisations de la CGT qui rayonnent sur le secteur de l'énergie, que ce soit la construction, la chimie, la métallurgie, les bureaux d'études et même les ports et docks. On va avoir un débat tous entre nous pour se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas être mieux-disant et revendiquer un statut commun, mais un nouveau statut. C'est pas normal qu'il y ait un salarié, quand tu as un salarié d'EDF dans le nucléaire par exemple qui travaille, et que tu as un autre salarié qui arrive de la métallurgie mais d'une entreprise sous-traitante, qu'ils n'aient pas le même socle de garantie collective. Aujourd'hui, les dirigeants de nos entreprises, les dirigeants d'EDF, les dirigeants aujourd'hui d'Enedis, du RTE, parce qu'ils ont scindé nos boîtes, sont des gens nommés. Ils n'ont été élus par personne. Et donc c'est ces gens-là qui dictent la politique, les orientations, qui ont fait que les factures ont explosé, qui ont créé un marché artificiel en concurrence de l'énergie, qui font qu'il y a 13 millions de familles en précarité énergétique et qu'on a un prix de l'électricité et du gaz qui a pris plus de 100% d'augmentation depuis les privatisations. Ça, c'est pas la volonté du peuple, ça n'a jamais été la volonté des agents et c'est pourtant cette politique-là qui est arrivé au devant de la scène et qui fait aujourd'hui qu'on a une souffrance terrible et qu'on a des services publics qui sont exempts. On est en effet dans des entreprises privées, nous sommes dans des entreprises privées, certes qui exercent des activités de service public, mais où les méthodes de management, les organisations du travail sont complètement en phase avec le système privé. Nous ne sommes pas des salariés qui travaillons pour des clients. En tout cas, ce n'est pas le concept même du programme progressiste de l'énergie. L'idée, c'est un projet alternatif. Et donc, ce projet alternatif, c'est comment on retrouve une organisation de service public qui remet l'intérêt général, le bien commun, au centre de notre organisation. Mais avec des choses aussi nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on pense que la planète, elle est en danger.
Et donc, il nous faut travailler les enjeux environnementaux dans notre projet alternatif. Depuis un certain nombre d'années, nous savons que nous sommes confrontés à une question essentielle, c'est l'enjeu climatique. Et nous savons tous, nous avons été alertés depuis un certain nombre d'années, notamment par les travaux du GIEC, qu'il n'y a pas d'issue possible en dehors d'une production industrielle qui soit décarbonée. Aujourd'hui, on a des enjeux, même s'il y a un contexte géopolitique qui est quand même similaire sur certains aspects, avec la montée de l'extrême droite, avec tout ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, dans l'actualité. Mais on a aussi des enjeux majeurs, au-delà de la réindustrialisation du pays. Ces enjeux, ils tournent autour de la transition énergétique, de la bataille pour l'avenir, des ambitions autour du climat et de quelle terre on va laisser à nos progénitures. Tout le monde le constate, même des politiques de droite constatent que c'est un échec, que les factures elles explosent et que c'est injustifié. Les coûts n'ont pas explosé. La seule variable qui a été ajoutée dans la facture, c'est le marché. Et donc en fait, ce marché, ça vient être un parasite sur la facture qui se gave pour des fournisseurs qui se sont multipliés, qui ne produisent rien, mais qui doivent dégager une marge, et au bout du bout, qui payent les usagers d'un côté, les travailleurs de l'autre. À la FNME, on pointe, grosso modo, que les tarifs d'aujourd'hui sont 25% trop hauts par rapport à ce que l'énergie coûte. Renationaliser, avoir plutôt des nationalisations nouvelles dans l'électricité ou dans le gaz, sans alourdir la dette du pays, ça permettrait de baisser les factures de 25% en recréant un service public de l'énergie. On est une force d'opposition, mais pour transformer socialement la société, on est aussi une force de proposition. Donc on est à l'horizon 2018. Et dans la CGT, on a nos collègues cheminots qui partent en grève. Et donc à ce moment-là, nous, dans notre débat, on fait ressortir cette idée de dire on est des citoyens de la défense du service public du rail, donc on va aller aux côtés de nos collègues cheminots. Mais on va y aller aussi pour porter notre revendication autour du bilan de la libéralisation du marché de l'énergie, pour dire stop, il faut revenir à la raison et il faut changer la politique énergétique du pays. Nous aussi, on élabore un programme de lutte avec des dates communes, et ces dates communes, elles vont nous permettre dans les gares SNCF, sur les sites de travail, que ce soit chez EDF, Enedis, GRDF, RTE et autres, d'aller conscientiser nos collègues et les choses, elles prennent. On se regroupe. Et là émerge la convergence des luttes entre les cheminots, les énergéticiens, pour un même combat. Une même bataille, c'est la défense des services publics, de nos entreprises. Mais on a conscience aussi du rapport de force qu'on est en train de créer dans le pays et pour lequel on doit s'en servir pour faire bouger les lignes et pour convaincre les politiques d'arrêter de voter des décrets de loi qui viennent casser l'organisation des services publics. On fait quand même l'analyse que dans d'autres pays européens, comme en Grande-Bretagne par exemple, la libéralisation du marché, la privatisation du marché de l'énergie, ils en reviennent puisqu'ils renationalisent. Donc on organise dans le pays des mobilisations, en région dans un premier temps. On est à peu près en 2020. Au même moment, on a EDF, de par son PDG à l'époque qui s'appelle Jean-Bernard Lévy, poussé par le gouvernement français et la Commission européenne, qui veut transformer, soi-disant, le groupe EDF. Mais dans la transformation du groupe EDF, émerge la même idée qu'a pu avoir la SNCF en 2018 avec le gouvernement français et la Commission européenne, c'est fondamentalement privatiser l'entreprise. Et donc, le gouvernement français, avec le PDG d'EDF, invente un projet qu'elle propose à la Commission européenne, qui s'appelle le projet Hercule, qui tend à vouloir séparer
la production nucléaire d'un côté, la production hydraulique de l'autre, les réseaux dans une troisième entité. Là, on se dit, bon, on a notre projet alternatif, on a EDF qui nous pond là, son projet Hercule, sur lequel personne n'a été associé, ni organisation syndicale, ni élu de la République. Quand je dis personne, c'est vraiment personne. Et au même moment, on a le président, le président donc d'Engie, du groupe Engie, Clamadieu, j'ai oublié son prénom, qui lui pond aussi une réforme interne qui tend à se séparer d'activités et donc à retransformer de nouveau le groupe, parce que c'est la 3e ou la 4e fois que ça a été fait. Et donc on se trouve en fait avec nos entreprises, les groupes comme ils les appellent, qui sont en fait pressurisés là, et on a un gouvernement avec la Commission européenne qui veut totalement les cisailler, les transformer, les privatiser. Ben là, bingo, hein, on y va. On n'a plus le choix que de toute façon partir à la lutte. Et on décide d'agir sur l'outil de travail. On décide d'agir sur l'outil de travail parce que de toute façon, à un moment donné, notre outil de travail qu'on défend au quotidien, on ne peut pas le laisser partir comme ça à volo avec une commission européenne qui prend la main mise sur nos organisations. Quand on reprend l'outil de travail, forcément, on agit sur la production, on agit sur la distribution, on agit sur le transport, mais on remet au goût du jour aussi ce qu'on a organisé, j'en ai pas parlé au début, mais à l'époque où on s'oppose à l'ouverture du capital d'EDF et GDF, quand la libéralisation arrive, c'est qu'on remet en route notre organisation des Robins des Bois de l'énergie. Donc il faut qu'on mette en évidence qu'en France, on a 13 millions de précaires énergie qui souffrent au quotidien. Donc on va aller voir ces précaires énergie. Des familles dans les cités, dans les campagnes, un peu partout, où on va discuter avec elles pour leur dire on est avant tout avec vous. On n'est pas là pour vous parler de la facture ou des factures impayées. On est là pour vous remettre l'énergie. Les réactions qu'il y a eu, on va dire, dans les dernières décennies, c'est par exemple la mise en place des Robins des Bois de l'énergie. C'est-à-dire d'aller dire, vous avez des agents qu'on a exclus, des usagers, pardon, qu'on a exclus du système parce que malheureusement, paupérisation, ils ne peuvent plus payer leurs factures qui ont explosé. Réaction notamment des syndicats CGT qui sont à l'organisation de ce système-là. On crée par exemple des groupes Robins des Bois de l'énergie qui vont remettre l'électricité et le gaz dans des foyers qui ont été coupés pour non-paiement et de leur remettre le gaz. Alors c'est des actions fortes, symboliques, je dirais même insurrectionnelles, puisque c'est la reprise de l'outil de travail qui contrevient aux ordres hiérarchiques de couper ces gens-là. Donc c'est déjà un mode quelque part autonome de gestion ouvrière, d'autogestion ouvrière. La légalité de ces actions, oui. C'est une question que tous les salariés se posent. Est-ce que je suis en droit de faire ça alors que c'est pas légal? Est-ce que j'ai le droit de manifester quand on ne m'a pas autorisé à le faire? Est-ce que j'ai le droit d'être en grève quand on ne m'a pas autorisé à le faire? Est-ce que j'ai le droit de rétablir l'électricité lorsqu'on ne m'a pas autorisé à le faire? Quand l'activité syndicale n'était pas reconnue dans l'entreprise, ça n'empêchait pas les salariés de se syndiquer et d'agir. Et pourtant, ils l'ont fait et ils ont pu faire avancer la loi. Ce sont clairement des descendants de ce que revendiquait le Conseil national de la résistance. Et je finirai là-dessus. Dans les industries électriques et gazières, quand effectivement on a repris en main l'outil de travail, par exemple en 2023, et qu'il y a eu une répression terrible, qui s'abat encore. Hein. Je peux citer les copains du RTE qui ont été mis effectivement aux cellules antiterroristes, licenciés, tous les plus de 1000 copains CGT et copines CGT qui sont traduits, qui ont été levés chez eux à 6h du matin. Donc toute la violence d'État, de l'État bourgeois qui s'est abattue sur eux. Pourquoi? Parce que, sur un pan limité, mais néanmoins, on avait repris en main l'outil de travail. Dans, aujourd'hui, la peur panique du patronat, c'est bien qu'on applique finalement ce qu'avait peur le patronat de 47-48, c'est oui, qu'on devienne des soviets et qu'on reprenne en main complètement la destinée des entreprises. Et je pense encore une fois que ça, c'est des luttes, quand on parle de lutte offensive, et arrêter d'être sur la défensive, et redonner l'espoir et un champ politique aux travailleuses et aux travailleurs, c'est de dire, bah oui, aujourd'hui on va aller sur des luttes offensives de reprise en main de la souveraineté dans les entreprises, y compris, encore une fois, dans le cadre du bonheur collectif. Notre objectif, c'est quand même, et c'est
depuis 1905, c'était l'objectif de la CGT. La jeune CGT qui est née en 1995, quelques années après, a considéré que la vocation du syndicalisme, c'était de défendre les intérêts immédiats. C'est le carreau cassé, c'est les paires de chaussures, c'est les salaires, c'est les conditions de travail. Mais également, il fallait que le syndicalisme soit un syndicalisme de transformation sociale, c'est-à-dire change la société, que ce soit une autre société. Effectivement, la nationalisation doit être un tremplin. Mais ce qu'on a fait aussi, et c'est notre bilan qui nous a emmenés à innover aussi dans nos pratiques d'action, c'est d'aller réouvrir des accueils de proximité. Et je me souviens avoir participé à plusieurs reprises à la réouverture de la Courneuve, donc ce site emblématique qu'on a réouvert pendant des mois, où on a accueilli des centaines et des centaines d'usagers qui sont venus nous apporter leurs factures, qui venaient pour régler leurs factures, qui venaient pour des problèmes d'abonnement, qui venaient pour des problèmes malheureusement qu'ils ne pouvaient pas arriver à payer, qui venaient nous voir avec les fameux chèques énergie qu'ils avaient reçus, ne sachant pas quoi faire. On a reçu énormément de monde. Et on vit un printemps 2021 où on est entre les mobilisations, rassemblements, journées de grève, journées de débat avec les députés. On fait des conférences de presse. Et tout ça, ça émerge, ça grandit. On a un rapport de force qui commence à devenir de plus en plus important. 15 jours plus tard, le gouvernement annonce la mise au placard du projet Hercule. Grande victoire pour donc le mouvement syndical, grande victoire pour la fédération, pour l'intersyndicale aussi, à l'époque. L'intelligence des travailleurs et des luttes et un rapport de force nécessaire pour obtenir ce qu'on a décidé collectivement, tout ça coordonné par la CGT, ça c'est le package gagnant. Notre ambition, là, vraiment, pour l'avenir, c'est de se dire, on a un gouvernement qui est plus du tout stratège, qui fait des coups de balancier. En l'espace de 5-6 ans, on sort du nucléaire à on construit plein de tranches nucléaires. C'est juste un exemple. Et on a besoin de cadrer tout ça. En fait, les plus à même pour la FNME, CGT, à cadrer tout ça, c'est celles et ceux qui ont besoin du service public de l'énergie, donc les usagers, et celles et ceux qui le font au quotidien, les électriciens et gaziers. Et on part de ce principe-là en disant que pour demain, au-delà des nationalisations nouvelles, donc avec des nationalisations qui traitent les nouveaux enjeux pour demain, et avec un monopole sur l'électricité et sur le gaz, on a besoin d'une gouvernance repensée. Et cette gouvernance repensée, pour nous, c'est une gouvernance tripartite qui mettrait à côté, avec un poids identique, l'État, les usagers et le personnel. Nous ne sommes plus dans une période de démocratie délégataire, ce qui était le cas dans les années aujourd'hui. On est dans ce qu'on appelle une démocratie participative. Il faut que le personnel, à tous les niveaux du service jusqu'au niveau le plus élevé, puisse intervenir avec respect du droit syndical, pas de criminalisation de l'activité syndicale, avec sur une série de questions, par exemple, des droits de veto ou droits de recours suspensifs en cas de modification de réforme de structure. Et je crois que ce qui est important, c'est que le personnel se réapproprie un petit peu le travail, se réapproprie son travail et définisse les droits qu'il doit avoir aujourd'hui. Et autant la propriété publique 100% est importante, aussi important est l'intervention dans la gestion. Une date particulière, c'est 1947, quand sont réunis à Paris tous les membres des comités mixtes à la production. Et avec les directions générales, et Marcel Paul intervient pour dire aux ouvriers, intervenez dans la gestion, donnez votre opinion sur les choix qui sont faits, et il s'adresse en même temps aux cadres, en disant, les cadres, vous n'avez rien à craindre de leur intervention dans la gestion, ce n'est pas votre rôle qui va être limité, c'est au contraire renforcer la démarche collective pour que tout le monde participe à la gestion de l'entreprise. Mais, quelque part, c'est l'amorce de l'idée d'autogestion, mais qui malheureusement s'est un peu estompée par la suite. Voilà. Entre ce que le CNR prônait
et a essayé de mettre en place, qui était quand même, il faut le rappeler, quand même bien plus progressiste que ce qui existait, mais néanmoins, c'est encore un peu un sentiment d'inachevé, puisqu'en fait, l'État, et donc la bourgeoisie, a gardé le contrôle des décisions, de la reconstruction, des décisions politiques, y compris de la gestion, et donc forcément, il n'y a pas eu réellement de contrôle ouvrier. Les ouvriers avaient on va dire une possibilité de regard beaucoup plus importante, mais in fine, c'était quand même encore un État bourgeois. Et quand on a eu des luttes collectives où on a gagné, par exemple quand on a gagné les 2 NR il y a 2 ans pour tout le monde, où tout le monde a eu l'augmentation salariale en même temps. Et donc il y a 2 ans, il y a eu une lutte historique qui a permis, et c'était la première fois depuis des décennies, les NR, donc les niveaux de rémunération qui nous rémunèrent, sont à la discrétion du manager. Donc généralement c'est une arme de séparation, de mise en concurrence des agents entre eux. Parce qu'il y a eu un mouvement massif qui a resserré tout le monde ensemble, que ce soit les électriciens, les gaziers, au même moment, dans une revendication commune à l'époque liée à l'inflation exponentielle, l'écrasante majorité des entreprises des IEG ont obtenu l'augmentation de 2 NR ou de son équivalent, c'est-à-dire de 2 niveaux de rémunération pour l'intégralité des agents. Cette phase-là, elle a créé un bonheur collectif, en tout cas un accomplissement collectif qui était extraordinaire. Parce que ça veut dire que quand toi, tu rentrais chez toi et tu disais « j'ai obtenu l'augmentation pour mon foyer de mon salaire qui va m'aider à mieux vivre », tu savais que l'intégralité de tes collègues autour avaient la même chose. Et ça, quand tu reviens le lendemain au boulot et que tu vois que tout le monde a cette satisfaction-là, a ce bonheur-là, y compris, pas seulement matériel, de se dire on représente quelque chose, on a fait une lutte gagnante et ça nous ouvre des perspectives politiques pour aller au-delà. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, par exemple, une des revendications de la CGT et des travailleurs devrait être de dire, même si c'est un vœu utopiste au départ, les utopies sont les réalités de demain. C'est de dire, on va tout reprendre. On va tout leur reprendre. Et c'est pas seulement un slogan, c'est de dire la légitimité, c'est nous qui produisons, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Toutes les richesses qui sortent de l'entreprise, des ex-entreprises EDF-GDF, comme d'ailleurs des entreprises du privé, ces richesses-là sont exclusivement produites par les salariés, les travailleuses et les travailleurs de ces entreprises-là. Donc c'est tout à fait normal que d'un point de vue de gestion, ça soit ces gens-là, notre classe sociale, qui décident de ce qu'elle fait de cet argent-là. Et en plus, je terminerai là-dessus, c'est à chaque fois, les travailleurs, ils ont le souci de l'intérêt collectif. C'est-à-dire que ce qu'ils vont investir, ce qu'ils vont développer, c'est toujours dans l'intérêt aussi des usagers, ou voilà, ce qui n'est absolument pas le cas du patronat, puisque son but justement, c'est de faire de la plus-value et de faire travailler des gens pour lui s'enrichir personnellement, ce qui va de fait à l'encontre, j'allais dire, de l'intérêt de la nation et du peuple. C'est pour ça que je considère que la fonction de président et celle de directeur général doivent être différenciées. Le directeur général, c'est celui qui maîtrise la technique, la gestion, et le président, c'est lui qui préside, qui donne les orientations. Et pourquoi un représentant du personnel ne serait pas président ? Notre revendication, ce qu'on doit porter, c'est le contrôle total et absolu des moyens de production et de la richesse par les travailleuses et les travailleurs et les usagers dans le cadre des services publics. On ne dirige pas un service public à base de tableur Excel. Par contre, ceux qui font le service public 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui sont présents sur le terrain quand il y a des aléas climatiques, etc., du dépannage, c'est ceux qui savent. L'intelligence collective des travailleurs, elle est incroyable. C'est eux qui peuvent piloter au mieux les entreprises. Par contre, c'est important, de mon point de vue, d'un point de vue démocratique aussi, que les usagers aient leur place aussi dans ces décisions. Il faut que les usagers ils soient acteurs de l'avenir énergétique. Et donc, c'est pour ça que dans le programme qu'on porte, il y a un enjeu pour les travailleurs, mais il y a un enjeu pour les usagers. Et nous, la manière dont on le porte, on est capable de montrer que c'est réalisable, que c'est crédible, que c'est finançable, sans alourdir la dette du pays, à condition d'avoir une réflexion et une planification de court, moyen et long terme. Ce qu'on a besoin, c'est vraiment de planification. Et la manière dont on le porte, nos experts économiques, justement l'intelligence des travailleurs, montre que c'est finançable sans alourdir la dette, mais c'est aussi finançable en réduisant les factures. Parce que si demain, c'est nous qui dirigeons dans les entreprises, collectivement, on œuvrera pour le bonheur de tous. L'argent ne mettra pas 500 millions ou 1 milliard comme à GRDF dans 3 ans pour l'actionnaire. Ce milliard-là, on le laissera dans l'entreprise. On verra comment améliorer le réseau, comment améliorer les salaires collectifs. Et que ce soit de l'usager à l'agent, vous aurez le fruit du travail qui sera réparti et qui sera administré
au bénéfice de toute la population et des agents, et donc qui créera et qui contribuera à la montée du bonheur collectif. Pourquoi un travailleur qui a 40 ans, 45 ans, comme un enfant, il devrait être à la merci sociale d'un patron qui lui n'a pas été élu? Pourquoi? De quel droit? Quelle loi divine a mis ça? Ça n'existe pas, ça. C'est simplement le fait qu'on a laissé la place, parce qu'effectivement à un moment, on a laissé le patronat un peu à mi-chemin dans ce chemin-là de réappropriation. On lui a laissé un petit espace ou un espace suffisant pour qu'aujourd'hui on en soit encore là. Donc ça, il faut qu'on en tire les leçons. Ça se décrète pas comme ça, mais en tout cas, ça doit être un objectif qu'on doit articuler parce que, y compris dans tout ce qu'on voit, c'est bien le contrôle total de l'appareil de production public et privé actuel qui pourra d'ailleurs devenir public, qui fera qu'on sera vraiment souverain et qu'on pourra créer un bonheur collectif qui sera bénéfique à l'intégralité de la population. Voilà. On peut y croire. En fait, moi, vraiment, mon message que j'ai apporté, c'est qu'on peut y croire. Ce qu'on pose là, c'est robuste. On dérangera dans le paysage politique, on bousculera dans les campagnes présidentielles, on fera notre travail auprès des partis politiques. Pas tous, évidemment, parce qu'on ne travaille pas avec n'importe quel parti politique, mais les partis progressistes, on saura travailler avec eux, peut-être même un petit peu plus, puisque des fois, on arrive à voir que des républicains avec des notions un peu gaullistes qui se positionnent contre l'extrême droite, il faut peut-être aussi savoir travailler avec eux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on restera sur nos positions, parce que nos positions, elles sont justes, elles sont crédibles, et elles permettent d'avancer vers du mieux, vers des jours heureux, quelque part. Marx l'a dit, ce sont les hommes et les femmes qui font leur histoire.